Cette semaine à l'émission, fruits de la technique moderne, marqueurs sociaux, objets de convoitise et véhicules structurant nos cités, on examine l'automobile d'un pare-choc à l'autre. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode dédié à la question de l'automobile. C'est une question et c'est un magazine Foi et Culture. Qu'est-ce qu'une voiture fait au milieu de tout ça? Il y a une culture de l'automobile, hein, mais on va essayer quand même de naviguer entre la culture du char, qu'on dit ici au Québec, la culture du char, ça se peut qu'on entende cet accent-là, et la guerre à l'auto, qui est à l'autre bout du spectre. Est-ce qu'il y a moyen de réfléchir quelque part entre les deux? Je l'escompte bien, je l'espère bien. En compagnie de gens si intelligents, ça ne devrait pas être trop difficile. Ariane Beauferré, bonjour. Salut Antoine. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent d'ailleurs dans leur auto actuellement. Hey, j'espère. Et là, est-ce qu'on contribue à cette culture du char en étant diffusé? Peut-être qu'ils ne nous écouteraient pas s'ils n'avaient pas d'auto. C'est ça, on le sait pas. Alors écrivez-nous, pas en voiture, là, attendez d'être arrivé à la maison pour nous dire d'où vous nous écoutez. C'est toujours un plaisir d'apprendre ça. Bon point, Ariane. Ariane, toi, tu es formée en urbanisme, donc c'est une question qui est quand même au cœur de tes préoccupations. C'est une question centrale, surtout en Amérique du Nord. En Europe, c'est un petit peu différent parce qu'on a encore des villages, des villes avec quand même une structure qui s'est construite avant l'arrivée de l'automobile. Alors que nous, on a beaucoup de villes qui se sont construites avec l'avènement de l'automobile à partir des années 50. Donc, c'est vraiment une question intéressante. Toutes les villes qui sont traversées par un grand boulevard urbain, les villes moyennes du Québec ont toutes à peu près le même design. Je pense à Rivière-du-Loup, Drummondville. Il y en a plein des villes comme ça. Lévis ressemble à ça aussi. Ah oui, puis on ne s'est pas embêté. Des fois, on a fait des belles lignes droites comme à Trois-Rivières. C'est quelque chose, oui. Pour le meilleur et pour le pire, on aura l'occasion... Pas mal pour le pire. Désolée. On sent déjà ici un peu d'éditorial, mais quand même, on essaiera de voir tous les côtés de la carcasse de la voiture. Et parlant de carcasse, une grosse carcasse... Toute une présentation. Bonjour Antoine. Une grande carcasse grosse, pas fin. Non, mais t'es un sacré bonhomme, Michael. Les gens le voient pas peut-être à l'écran, là, mais je te regarde comme ça. Là, c'est ça, je suis assis, donc ça paraît moins. Est-ce que tu rentres dans une petite voiture, toi? J'ai une Chevrolet Spark, donc c'est à peu près le modèle le plus petit sur le marché canadien. Donc oui, je rentre à l'intérieur sans problème. Tu plies comme ça, tu conduis avec tes genoux un peu? J'ai un peu mal partout quand je sors, mais ça va. Là, je m'arrête pour marcher dans les stations-service. Hey, bienvenue, on est content de t'avoir à l'émission. Je vais essayer de pas trop t'insulter là, durant la prochaine heure. Non, mais pas de problème. Moi, c'est sûr que je vais être peut-être plus du côté culture du char que guerre à l'auto parce que j'attribue ma propre conception, en fait, à l'automobile. Mon grand-père était toute sa vie concessionnaire automobile. Il a vendu des chars. Mon autre grand-père en vendait aussi. Et donc, mon père travaillait pour mon grand-père maternel dans son concessionnaire et ma mère travaillait pour son père. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et puis, il y a même une histoire d'amour grâce au travers. À Ford, donc indirectement. Est-ce que tu es né dans une voiture? Peut-être conçu, c'est ça. Je ne sais pas, il faudrait demander. On va à tes parents. C'est très intéressant, tout ça. On explorera cette histoire personnelle. En tout cas, tu iras jusqu'où tu veux, là, bien sûr. Dans les prochains instants, bienvenue. Merci. Stéphanie Grimard. Allô? Grande amoureuse de l'automobile, d'une certaine façon. Oui. J'ai une relation... ça fait partie quand même de ma vie, puis... Comment dirais-je? J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Mais t'es pas une amoureuse... Je me reprends pas une amoureuse de l'automobile comme concept, mais de ton automobile. Oui, c'est ça. Mes automobiles, à chaque fois que j'en ai, font partie tellement de mon quotidien, puis... Mais ça a été ça avec mes vélos aussi. Quand j'étais plus jeune, je nommais mes vélos. Je sais pas, j'irais pas jusqu'à dire qu'ils ont une personnalité, mais ils ont... Je sais pas, ils me font vivre des choses, puis je m'y attache. Je m'attache à ces objets-là qui m'aident à me transporter. Oui, puis tu les accompagnes jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. J'aurai peut-être l'occasion de développer ça. Vas-y tout de suite. Bon, c'est parce que moi, j'ai comme principe de toujours acheter des vieux chars, des vieilles voitures. Bon, ça coûte moins cher. Et de deux, je dois mentionner tout de suite que ça va avec le fait que j'ai un excellent garagiste en qui j'ai confiance. Je le salue, je le nommerai pas, mais il fait vraiment une partie importante de l'équation. Mais bref, donc, avec son aide, moi, je
je m'assure de pouvoir tirer tout ce que je peux de la voiture avant de devoir l'accompagner à la dompe, parce que je m'en vais La dompe étant la fourrière ou l'endroit où... la ferraille. Ouais. Puis c'est toujours... c'est un moment pour moi, là, quand je vais les accompagner jusque-là, mais j'insiste pour que... Tu sais, le kilométrage, il peut se rendre loin, là, puis j'échange les pièces parce que, justement, j'ai accès à quelqu'un qui les vend pas cher puis qui me... En tout cas, bref. Fait que, ouais, j'ai maintiens, je les amène, je les accompagne en fin de vie. Par nécessité ou c'est un, non, mais il y a quand même, choix aussi? Oui, il y a quelque chose de... Tu sais, il existe tellement d'automobiles, puis là, tout le monde en achète des neufs, mais les vieilles qui existent déjà, c'est le principe de pas jeter, de recycler, de réutiliser, de réduire sa consommation. Dans ma tête, ça part de là. Fait que c'est ça, j'ai jamais acheté de char neuf ou même... j'ai emprunté une fois pour en acheter un, mais sinon, le dernier que j'ai acheté, je l'ai payé 700 $ et il m'a toffé 5 ans. Ben non. Je te jure. Mais j'ai toujours des histoires. Moi, je suis chanceuse dans ces affaires-là aussi. J'ai des histoires... J'aurais beaucoup d'histoires à raconter sur mes voitures. Les 3-4 dernières fois où j'ai pensé faire réparer ma voiture, c'était des bonnes réparations là, de peut-être 2000 $, même un peu plus. Le garagiste me mettait habilement, il faut le reconnaître, devant un dilemme qui est la question à se poser. Est-ce que ce montant-là que tu t'apprêtes à investir équivaut à X mensualités, là, un certain nombre de mensualités qu'il faudrait débourser si je m'achetais une voiture neuve? Et évidemment, chaque fois, la réponse me sautait au visage. C'est beaucoup plus avantageux financièrement de déplier ce montant-là, d'avancer ce montant-là. Parce que si on compare, c'est complètement autre chose. Parce qu'une voiture neuve, ça coûte combien une voiture neuve? Une voiture neuve, en moyenne, on est autour de 63 000 au Québec cette année, là. Par rapport aux données de 2025. Ouais. C'est sûr, il y en a des moins chers que ça. Il y en a des moins chers, bien sûr. Puis dans le marché de l'occasion, on est autour de 35 000 $. Mais c'est ça. Dans un autre univers. C'est un autre univers, une voiture à 700 $. Non, mais parce que l'histoire serait longue là, d'expliquer pourquoi, mais il y a des locks des fois. Là. Même si tu mets des centaines, voire des milliers de dollars en réparation, on est largement en dessous de ces prix-là. Et en moyenne, ça nous coûte, parce que c'est 82 % des Québécois qui sont dépendants de l'automobile pour leur moyen de transport principal. Et ça nous coûte 15 000 $ par an, en moyenne. Donc, c'est quand même une dépense importante de nos vies. Donc, c'est plus de 1 000 $ par mois. Puis, tu as tes visites chez le garagiste, tu as toute la réflexion au travers. Enfin, ça prend de l'espace dans ton garage, dans ton allée, faire changer les pneus d'hiver. Donc, c'est quand même une part importante. Puis, en plus de ça, il y a toutes les dépenses liées à la voirie. Au Québec, malheureusement, c'est comme ça qu'est fait le territoire. On est très, très étalé, on n'est pas si nombreux. Et donc, on a beaucoup d'autoroutes à entretenir, des nids de poules, l'hiver qui ravage aussi les routes. On reviendra à ces aspects-là plus macro un peu plus tard dans l'émission, mais déjà, ça place les choses. En tout cas, on voit, Stéphanie, où tu loges, là. Mais c'est ça, Tu prends ta voiture chaque jour? Oui, j'ai un lien affectif avec ma voiture. Mais l'été, non, tu vois, l'été, je prends à vélo. Parce que là, c'est merveilleux à vélo. À vélo, c'est un service de vélo-partage qu'on a ici dans la ville de Québec. Parce que les vélos électriques. Tu habites dans les quartiers centraux. Oui, pas si loin. Mais il y a une bonne côte à monter. Donc, si je voulais me maintenir en forme, je prendrais un vélo normal. Mais là, comme il y a l'assistance électrique, je prends la vélo. Puis je trouve que c'est un système qui fonctionne à merveille. Puis j'aimerais je suis en questionnement. Là, ma voiture actuelle est en fin de vie, puis je me demande, est-ce que je vais abandonner ce mode de mobilité-là parce qu'il y a Communauto qui existe aussi, qui est un autre système d'autopartage. Je me disais, je pourrais combiner transport en commun, autopartage, vélo. Bref, je suis en questionnement en ce moment. Faut dire que c'est ça, les conditions au Québec, de plus en plus, il y a des gens qui utilisent le vélo ou d'autres moyens de transport l'hiver. Puis là, il y a toute la réflexion sur le transport en commun, le tramway qui est en train de se faire construire ici, malgré justement les conditions hivernales qui risquent de compliquer les choses. En tout cas, on verra bien. En tout cas, c'est ce que disent les principaux détracteurs du tramway, que ça va causer bien des problèmes. Mais bref, il y a tout un climat, dans tous les sens du terme, qui oriente nos décisions. Se déplacer l'hiver, c'est beaucoup plus commode avec une voiture. On en voit de plus en plus des vélos d'hiver. Là. Moi, j'en ai croisé beaucoup cette année.
Ça me surprend tout le temps. Je me dis, voyons, il fait moins 20, qu'est-ce que tu fais? Puis les pistes cyclables sont déneigées maintenant Ils sont de plus en l'hiver plus aussi. praticables l'hiver, ouais. Oui, mais il y a aussi. jusque-là, Moi, là. c'est pas tant la température extérieure que la température à l'intérieur de mon habit de neige qui Certain. me décourage. Je veux dire, je me verrais pas arriver au verbe tout transpirant, puis je mets où mon ordinateur, mes livres, mes souliers d'intérieur. Je veux dire, c'est quand même plus pratique de mettre ça sur la banquette arrière d'un véhicule automobile, puis de se déplacer C'est pour commodément. ça que je milite pour qu'il y ait une douche au verbe depuis des années. Ça va arriver un jour, j'en suis sûr. Il faut juste être patient. Donc, je te ferai signe, Michael. Peut-être je changerai aussi pour le vélo dans ce cas. Mais c'est une autre dimension, le transporter d'autres choses, même ma voiture. Là. Ou d'autres personnes. Ou d'autres personnes, c'est bien sûr. Mais ma voiture, moi, elle sert un peu d'extension à mon appartement, au grand dam de mon garagiste, mais mon Qu'est-ce que mon coffre là, est plein des raquettes. Et je suis prête à toute éventualité, moi. Un sleeping. Oui, mais c'est parce que j'ai un petit appartement puis j'ai pas de remise. Fait que... Mais tout ça pour dire que, tu sais, quand tu as besoin de transporter des choses, la voiture est vraiment quand même aussi T'as une chaise de idéale. camping, J'ai une chaise de tapis camping. sol, J'ai un tapis... Ben oui. Je pourrais t'en nommer, là. une paire de patins. Oui, je te Ben non. jure. Mais littéralement, Tu nommes des objets au hasard. Le tapis de sol, la paire de patins, je les ai, tu peux inspecter dans le stationnement aussi? tout à l'heure. Oui, c'est très vrai. OK, c'est intéressant, ça. Ben, c'est-à-dire que peu importe où je me trouve, s'il y a une attraction agréable, Voilà. j'ai envie d'aller en plein air, je suis prêt, Voilà. j'ai une deuxième, troisième paire de souliers, Ce serait des pas collations. Ce qui serait pas possible sur un vélo. C'est ça. J'ai un petit traîner tout ça. brûleur, au cas où que je veux Ah faire non, un ça, café. Ouais, ça, Je peut-être jure. pas, là, mais... Michael, tu as Ouais, commencé à nous éventuellement. parler de ta relation à la voiture. Tu as une voiture Ouais. de petite taille, tu l'as dit. De très petite taille, que j'ai pas payé très cher, mais parce que j'avais un généreux bienfaiteur dans ma famille, disons. Mais j'ai été pendant mes 5 premières années dans la ville de Québec, parce que moi, j'ai un campagnard, donc là-bas, il faut une voiture, c'est même pas une question. Ouais. Mais j'ai été un piéton par choix, parce que financièrement, ben, je veux dire, comme disait Ariane, c'est tellement un poste de dépenses important en automobile qu'on y pense à 2 fois. Et puis après, c'est une question de praticité, parce que je veux dire, juste le stationnement, c'est des frais exorbitants en ville. On paye partout. Si on n'a pas de stationnement dans son appartement, il faut payer, il faut louer un garage, etc. L'hiver, le déneigement, l'hiver, le stationnement. Exactement. C'est Si on n'a pas de stationnement chez soi, ben là, on doit se lever la nuit, tasser l'automobile de place et tout. Donc, c'est pas très commode, faut dire, mais c'est comme si je me suis heurté à d'autres problèmes de commodité, à savoir les courses, quoi. Parce que on n'est pas comme en Europe ici, où je peux aller chez mon boulanger au coin de la rue, chez le boucher l'autre côté, etc. Je veux dire, moi, si je vais aller faire l'épicerie, j'ai plusieurs kilomètres à parcourir, je vais pas le faire maintenant, ils donnent même plus de sacs, de toute manière, donc je sais pas comment je vais transporter tout ça à pied, quand même, c'est toute une randonnée, là. Parce qu'on s'en rend pas nécessairement compte là, si on ne s'est pas arrêté à la chose, mais les villes nord-américaines sont construites d'une manière telle que les fonctions sont compartimentées. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on dort, il y a des endroits où on consomme, il y a des endroits où on travaille. Et entre chacun de ces lieux-là, on a, entre guillemets, pas le choix de prendre la voiture parce que les distances sont trop importantes. Donc, qu'est-ce qui est l'œuf, qu'est-ce qui est la poule là-dedans? En fait, ça a été permis, ça a été possible, ça, à cause de la voiture. On n'aurait jamais construit les villes de cette manière-là si les déplacements se faisaient exclusivement à dos de cheval, par exemple, ou à pied. Parce qu'avant, puis là on parle de avant, c'était il n'y a pas si longtemps, dans les années 30, tout était à une distance d'à peu près 800 mètres. L'église, le boulanger, le dépanneur, peu importe. Et donc, à 800 mètres, c'est faisable d'avoir des sacs, un petit chariot. On emmène les enfants à l'école, on va au travail. Et donc, effectivement, avec l'arrivée du tramway, ensuite de l'autobus et ensuite de l'automobile, qui est devenu abordable à partir des années 50-60 au Québec, bien là, on a ouvert les déplacements beaucoup plus. Et il y a un deuxième aspect, c'est que pour toutes les personnes qui vivaient en ville, il y avait toute cette proximité avec les usines, avec les industries, avec un certain niveau d'insalubrité dont on ne voulait plus, bien évidemment. Et donc, c'est là qu'on a commencé à créer des banlieues où on avait accès au plein air, on pouvait respirer, on pouvait avoir un coin de jardin, on n'était pas entassé dans un vieux bâtiment avec de la pollution en ville. Et on a commencé à faire des sites industriels aussi. Donc là, comme tu le disais, différentes fonctions pour différents lieux. Et avec l'arrivée de l'automobile, on a pu se déplacer sur des courtes distances, mais qu'on ne ferait pas à pied. Donc, c'est commode,
Dans la mesure où on a une voiture. Oui, et dans ça. la mesure où on ne se rendait pas compte qu'il pouvait y avoir des effets négatifs à la voiture. Mais on est en train de mesurer quelques décennies qu'on est en train de mesurer, la démographie a augmenté, il y a eu énormément d'étalement urbain. Les banlieues, aujourd'hui, la densité est trop faible pour qu'on ait du transport en commun. On évalue qu'il faut au minimum 35 logements à l'hectare, je crois, pour avoir un système de transport. Bon, des fois, c'est beaucoup plus étalé. Donc, ça fait en sorte qu'on est obligé d'avoir la voiture maintenant, même si on ne veut pas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. T'en as une voiture, toi? Oui, c'est ce qui m'est arrivé. On a résisté longtemps. Moi, mon mari était très ouvert à ce qu'on ait une auto, mais moi, j'en voulais absolument pas parce qu'on était en ville. Je me disais, on est en ville, on va utiliser l'autopartage, on va utiliser l'autobus, puis ça va bien se passer. On était en appartement. On était proche d'une ligne de bus, proche de l'autopartage aussi, puis ça a fonctionné pendant plusieurs années. Vous aviez des enfants, moi. On avait des enfants, on en avait 2. Et donc, c'était tout un casse-tête parce qu'il fallait gérer aussi les sièges auto. Donc, il fallait avoir une auto dans laquelle on pouvait avoir au moins 2 sièges auto, etc. Mais on s'en est quand même pas trop mal sortis, malgré l'hiver aussi, prendre l'autobus. Mais on a acheté une maison. On a acheté une maison, encore une fois, en ville. Mais par contre, cette maison, elle n'était pas à côté de la garderie. Et le réseau de transport d'autobus, c'était compliqué pour se rendre facilement à la garderie et ensuite au travail. Donc là, on s'est dit, ça ne fonctionne plus avec l'hiver. On ne va pas monter des côtes à pied avec une poussette à moins 30. Dans 30 cm de neige. C'est ça, c'est avec 2 enfants en bas âge. Donc là, on a dû acheter une voiture, effectivement. Et une fois que le pas est fait, alors là, on n'y revient plus. On ne remet pas la pâte à dents dans le tube. Tu regrettes? Je regrette pas, ça s'est fait comme ça. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui même, on a plus une petite voiture. On a été longtemps avec une petite voiture. On a une van. Et ça permet de rendre des services. On peut aider des personnes à déménager. Mais l'été, je te vois en vélo aussi avec tes enfants. L'été, je suis en vélo. L'été, c'est différent. C'est que ça, on a comme 2 saisons au Québec. Mais l'été, effectivement, on a... L'hiver qui dure 10 mois, oui, puis l'été qui dure 2 mois. 2 mois. Mais non, pendant quelques mois, on utilise le vélo. J'ai un vélo électrique avec aussi ce qu'on appelle un carrosse en arrière là, pour mettre les enfants. Et les enfants commencent aussi à faire du vélo par eux-mêmes. Et alors là, c'est une expérience du déplacement qui est complètement différente. Parce qu'on se parle beaucoup plus à vélo de ce qui se passe, parce qu'on est directement dans l'environnement, alors que dans un véhicule, on est dans un habitacle. Donc oui, on voit des choses à l'extérieur, mais on ne voit pas les écureuils, les marmottes, les oiseaux, les arbres. Je ne peux pas leur parler de l'architecture. Alors que dans l'auto, non, là, on va plus écouter des balados, écouter de la musique, discuter, prier des fois aussi. Donc c'est une expérience qui est complètement différente. C'est pas nécessairement des mauvaises choses d'un côté et des bonnes choses de l'autre, mais c'est vraiment différent. Il faut bien le mesurer, ça. Oui, moi, je la vois, la différence, quand justement je prends à vélo pour venir travailler. Moi, j'ai la chance d'habiter sur le bord de la rivière Saint-Charles. C'est magnifique de me promener sur le bord de la rivière, d'entendre les oiseaux. J'arrive au travail dans un état d'esprit complètement différent que quand j'étais pris dans le trafic. Là. Moi, le trafic, Laurence, que je covoiture souvent avec Laurence, elle le sait à quel point... Qui est une collègue du Verbe. Oui, qui est une collègue. Je pense que c'est la chose au monde pour laquelle j'ai le moins de patience d'être pris dans le trafic. Je deviens folle, là. En tout cas, bref, mais... C'est parce que tu as l'impression de perdre ton temps? Est-ce que c'est Je me dis, si je marchais, ça irait plus vite. Je trouve ça... Il y a comme un perpétuel état d'alerte. Je veux dire, on ne veut pas faire de collision, on doit vérifier. Puis j'allais dire, en t'écoutant, que le système urbain de Québec s'est vraiment amélioré là, depuis quelques années. Quand on partage de la route, mais malheureusement, c'est ça, on peut l'employer que quelques mois dans l'année. Mais bon, il y en a qui le font à l'année, là, mais je suis pas assez téméraire encore. Mais disons que pour les courageux ou les gens normaux, l'été, ça se parcourt très bien. Maintenant, il y a presque un système autoroutier pour les cyclistes à Québec. Là, c'est formidable. Et ils ont la priorité avant les véhicules pour les lumières de circulation, etc. Donc, c'est... Aux grandes dames de bien des automobilistes. Oui, c'est ça. Et les animateurs de radio. Surtout à Montréal aussi. Surtout à Montréal aussi. Ouais. On y reviendra là-dessus. Hey, c'est déjà bien lancé, c'est passionnant. On prend une petite pause, puis on revient justement sur des aspects plus sociétaux, plus macro de la place de la voiture dans nos vies, dans nos sociétés. À tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant. 2 journalistes avec nous, Ariane Beauferré, Stéphanie Grimard, un chroniqueur chevronné, Michael Grenier. Et je t'ai coupé la parole juste avant de quitter pour la pause. Michael, tu allais nous dire... Oui, bien, on parlait, c'est connu sous le nom de nouvel urbanisme, là, mais du partage de la route, par exemple, à Québec, du retour au tramway, parce qu'on en parle comme si c'était une idée nouvelle puis que ça ne fonctionnerait pas
dans la neige, alors que jusqu'à 1948, Québec avait son tramway, là. Donc, on l'a enterré sous le goudron parce que l'automobile était la voie de l'avenir, là, supposément. Donc, on voit bien qu'avec le progrès technologique, c'est absolument absurde de croire que ça ne circulerait pas dans la neige. Mais je laisse de côté mon édito sur le tramway de Québec pour dire qu'il y avait des tramways presque partout en Amérique du Nord, mais on a urbanisé les villes. C'est comme s'il y avait un cocktail à la fois démographique, financier, j'ai envie de dire, et technologique qui a opéré et qui a fait qu'on a vraiment étalé les villes. Aux États-Unis, c'est frappant. Il y a même eu un scandale en Californie épouvantable là, avec une espèce de complot. C'est ça. Les 3 compagnies, là, notamment Firestone, qui font des pneus, General Motors et Chevron, qui est... c'est l'ancienne Occidental Petroleum of California, mais c'est devenu Chevron aujourd'hui, qui ont été condamnés pour conspiration à payer 5 000 $. Donc, j'imagine que ça les a ruinés. Ça, puis une petite tape sur les doigts, c'est pas Oui, mal c'est ça. Les dirigeants des entreprises respectives ont dû payer la somme symbolique d'$1 pour conspiration, parce qu'ils auraient, en tout cas, contrevenu à une loi en achetant, finalement, le plus possible de rails de tramway afin soit de les démanteler, soit de paver par-dessus pour faire des routes. Parce que tout le monde était avantagé. Les vendeurs de pneus vendaient plus de pneus, les automobiles, même chose. Puis les pétrolières, ça va sans dire. Donc, on voit qu'il y a comme un avantage de ces compagnies-là. Mais il faut dire aussi que c'était à l'avantage des gens. Je veux dire, dans l'après-guerre, les soldats reviennent à la maison. Il y a un boom économique. C'est le début des 30 Glorieuses. C'est le début du crédit, aussi à large échelle. Donc, un bien qui aurait été inaccessible, si on devait le payer comptant, devient accessible pour les masses. Et aux États-Unis, là, c'est le baby-boom. Pas juste aux États-Unis, mais... Donc, et on a de l'espace. Donc, on étale les villes et on construit cette ville-là autour de cette nouvelle technologie formidable qu'est l'automobile. Alors qu'en Europe, on se heurte à des centres-villes qui sont déjà bien denses, bien urbanisés, on peut dire. Et là, c'est frappant d'ailleurs parce que si on va à Paris, à Vienne, on traverse une rue, puis tout à coup, on se pense dans une ville américaine, on revient, puis on est au Moyen-Âge pratiquement. J'exagère, là, je caricature, mais on n'a pas ça ici. Là, c'est beaucoup plus hétéroclite, là, la ville nord-américaine typique. Là. Et ce qui a influencé en plus donc cette arrivée de l'automobile, qui était le transport du futur, c'était la grande liberté, l'indépendance. Parce que le tramway, déjà, il allait pas très, très vite, donc les gens étaient un peu tannés. Il y a eu l'autobus qui est arrivé. Et alors là, l'autobus, il peut aller partout. Donc déjà, c'était vu comme quelque chose du futur. Et quand l'automobile est arrivée, c'est même plus l'autobus peut aller à différents endroits, c'est moi, je peux aller où je veux. La force symbolique de cet objet, parce que c'est devenu un marqueur identitaire, c'est devenu quelque chose qui est le moyen par excellence de l'autonomie individuelle. Et d'ailleurs, quand quelqu'un perd ses facultés, ses capacités en vieillissant, le premier deuil à faire, ou en tout cas un des plus importants deuils à faire, c'est celui de cette autonomie-là, de pouvoir se déplacer en voiture. Oui. C'est très difficile. Mon épouse est ergothérapeute et elle devait accompagner des fois des gens dans ces démarches-là. C'est un déchirement. Presque c'est comme si on leur arrachait une partie d'eux-mêmes. Et on peut le comprendre parce que ça fait partie justement de la culture de pouvoir aller où je veux, quand je veux. C'est pas rien, ça. Et ça fait même, tu parles des aînés, mais c'est aussi l'un des derniers rites de passage qu'il existe à l'adolescence. Ben oui, il a passé son permis. Absolument. Passer son permis, la première voiture, 16-18 ans, alors que tous les autres rites de passage plus religieux, peut-être première communion, confirmation... se sont évanouis. Ou alors passer chez les scouts, aller faire sa première sortie de plusieurs jours. Ça n'existe plus. Mais la première auto, ça existe encore. Mais c'est ça, c'est vraiment le lien avec la liberté. C'est l'expression d'une forme de liberté humaine qui peut nous faire explorer toutes les possibilités. On a envie de quelque chose, on l'a tout de suite. Non, c'est pas rien. Puis en effet, c'est marquant pour le début et la fin aussi. C'est une indépendance qu'on imagine totale, finalement, dans un mouvement. Liberté de mouvement, liberté de... Ça change aussi notre rapport au temps, la voiture. Je lisais, là... l'automobile participe à la compression de l'espace et du temps. Hein. Les distances disparaissent. Là. Des fois, je voyage, là, je vais visiter ma sœur qui habite en campagne, là, à 3/4 d'heure de chez moi, puis je me dis, mais sans la voiture, je la verrais une fois par année. Peut-être cette distance-là, elle disparaît littéralement sous mes roues, non? Oui, je pense que oui, mais il y a une anecdote qui me revient en tête en t'entendant, qui est mes arrière-grands-parents voulaient
qui se sont plaints, en fait, parce qu'ils étaient à Saint-Benjamin, donc c'est un village en Beauce. Puis on voit Saint-Prosper, le village de ma grand-mère. Quand on regarde au loin, là, on est sur le perron de l'église, puis c'est des vallons. On voit l'autre vallon, là, c'est Saint-Prosper. Donc ça se fait, quoi, en 1 heure de marche. Là, mais c'est quand même long. Puis là, il dit, mais tu vas pas marier une fille de Saint-Prosper, c'est bientôt loin. Alors qu'on voit... Mais aujourd'hui, même, j'avais cette discussion récemment avec quelqu'un à Québec. Avec la fusion des municipalités, on passe d'un quartier à l'autre, puis on a l'impression d'être dans la même ville, alors qu'il n'y a pas si longtemps, puis même dans l'histoire, c'était des villes différentes. Oui, Sainte-Foy était comme la campagne par rapport au centre-ville de Québec. Il y avait des maisons de campagne. Mais tout à fait. Le chemin de Sainte-Foy, qui est devenu une artère urbaine, on voit des panneaux historiques de ça. Dans les années 70, c'était un chemin de terre battue. Je veux dire, il faut se figurer. Aujourd'hui, c'est pas des gratte-ciel quand même, mais c'est largement développé. C'est très urbain. Donc, il y a comme ce changement-là dont on est témoin. Puis, comme tu disais, la distance devient plus petite. Puis, étant donné que je peux écouter On n'est pas du monde à la radio ou les gens qui chialent dans le trafic, la radio, c'est comme si aussi on occupe ce temps-là, on le rend productif là où, en marchant, on ne peut pas faire vraiment autre chose. Voilà, même on peut préparer un épisode d'On n'est pas du monde. C'est ça, on pense qu'on peut pas faire autre chose, mais c'est ça, j'écoutais Ariane nous parler de son expérience de vélo avec ses enfants. Ça change aussi notre rapport au paysage. Aussi, les temps de déplacement, on est plus peut-être dans la contemplation quand on est plus proche des éléments, Moi, je pense au train. Quand tu prends le train, il me semble que tu es dans la contemplation de ce qui se passe, même si ça va plus vite. Ça va plus vite. Le train canadien, parce qu'en Europe, ça contemple un peu moins bien. Non, mais sans blague, mon expérience du train, il faut vraiment avoir un autre rapport au temps, là, parce qu'on ne sait jamais à quelle heure on va arriver, mais ça, c'est le problème on n'entre pas là-dedans, mais je trouve que le train, en effet, comparé à la voiture, tu sais, c'est... Oui, tu as un autre rapport au temps puis au paysage qui t'entoure, là. C'est pas la même expérience de voyagement du tout. Il y a 17 % des Canadiens qui disent posséder une voiture pour le sentiment de liberté qu'elle procure, selon un sondage léger. On note aussi la commodité, l'utilité pour les déplacements quotidiens chez plus du tiers des gens. C'est ça, ce que tu disais, Stéphanie, le sentiment de liberté, il est central et toute la publicité est construite, en fait, il y a une grosse partie de la publicité qui est construite autour de ce sentiment-là de liberté. On voit une voiture sillonner des vallons ou des terres battues ou des lieux inexplorés. Ça, c'est comme une identité, en fait. Si je suis un explorateur, j'ai une Jeep. Si je suis un travailleur, j'ai un F-150. Si je suis, un écolo, j'allais dire une Tesla. Ça, c'était avant. Même Amir Kadir, politicien de gauche, s'il en est, avait une Tesla. Il s'en est confessé presque quand Elon Musk a intégré l'administration Trump l'automne dernier. Mais on voit qu'il y a des symboles, un geste politique. La Prius, qui a été une des premières voitures hybrides, c'était, je suis quelqu'un de progressiste. Puis, même ça me frappe parce que j'arrive de faire un court séjour aux États-Unis, puis on voit énormément dans des États plus pauvres de maisons très délabrées, mais avec une voiture là, à 100 000 $, polie, merveilleux. Mais c'est comme si c'était mon image publique. Les gens peuvent ne pas savoir où j'habite, mais en revanche, où que je sois, où que je me déplace, j'ai mon automobile avec moi. Et c'est l'image que je renvoie, la plus... Après celle de mon propre corps et de mon vêtement, c'est celle de mon automobile. Donc, je dégage un statut, puis c'est comme ça que j'achète, là, d'une certaine... Ou que je finance, là, à crédit. Ouais. Mais quand tu parles de liberté puis d'escapade, mais je pense aussi que c'est lié au phénomène des villes, tu sais. Puis nous, on a la chance quand même, ici au Québec, de ne pas avoir à faire non plus 6 heures de... T'sais, on est tout près de la nature, mais je pense que comme moi, ça fait partie des besoins que j'ai avec ma voiture d'aller. Mes parents ont un chalet où j'aime beaucoup aller. Bien, ça, en vélo, ça prend 4 heures, puis attelle-toi. Puis sinon, il n'y a pas d'autobus. Donc, tu sais, oui, ça fait partie de. Moi, en fin de semaine, je veux être au bord du lac et je peux avec ma voiture. Puis à l'inverse, ça peut être un facteur d'isolement quand tu n'en as pas. Absolument. Moi, je me rappelle que mes premiers enfants, donc j'avais pas de voiture. Et donc, j'étais en congé parental. Je n'avais pas d'amis qui avaient de voitures et qui avaient des enfants non plus. Donc ça, c'était déjà un facteur d'isolement aussi. Et les activités qui étaient plus pour les mamans, c'était dans des endroits où il fallait s'y rendre soit en auto, soit en autobus de façon compliquée. Donc ça faisait en sorte que je me retrouvais beaucoup à la maison toute seule. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, c'est ça aussi. Étant donné que certaines activités vont être en dehors de la ville, l'accès à la nature dont tu parles, où il y a certains autobus, mais pas énormément, il faut trouver quelqu'un pour s'y emmener finalement. Donc ça fait en sorte, ça devient comme une fracture entre différentes classes sociales aussi qui n'ont pas accès à la nature, à la montagne et à même des lieux de rassemblement. Tout à fait. Puis même avant d'être une image
progressiste qu'il y avait autour du transport en commun ou encore, l'image de quelqu'un qui se préoccupe des questions écologiques et tout ça. Il y avait plutôt, là, je parlais des années 40 tout à l'heure, l'image de l'ouvrier. En fait, c'est un moyen de transport qui est peu cher pour les ouvriers pour qu'ils puissent se rendre à l'usine, finalement. Donc, puis même les anciens tramways, on y était, là, très, très, très entassés. Même la ville de Toronto vient à peine de finir de moderniser son système de tramway. C'est une des rares villes, en fait, en Amérique du Nord qui a jamais démantelé son tramway, contrairement aux autres. Mais on voyait encore des petites voiturettes rouges, là, toutes étroites, comme à l'ancienne. Bref, les ouvriers étaient entassés là-dedans comme des sardines, alors qu'aujourd'hui, un peu comme les trains plus modernes sont devenus ponctuels et confortables, les tramways, c'est insonorisé, c'est merveilleux comme expérience de transport, mais ça n'a pas toujours été le cas. Puis, comme le disait Ariane, même si on fait ce choix-là pour d'autres raisons aujourd'hui, on demeure comme prisonnier d'un rythme social. Entre 1h du matin et 6h, il n'y a pas moyen de se déplacer. Il faut... Je sais pas, il faut avoir des bons pieds ou de l'argent pour commander un taxi. Un taxi. Ouais. Il y a des coûts, on parlait un peu plus tôt des coûts. Ariane nous a nommé, par exemple, c'est 15 000 $ par année environ de posséder une voiture, que la voiture moyenne se détaille à 63 000. En fait, les gens vont payer 63 000 $ pour une voiture neuve en moyenne au Canada récemment. On parlait aussi de la voiture comme marqueur d'identité. Tout ça est lié, évidemment, et il y a toutes sortes de coûts, de frais, en plus de ce 63 000 $-là, qui sont cachés. Prenons toutes les dépenses collectives liées justement au réseau routier. C'est Au bon vieil asphalte. C'est près du 3/4 des dépenses pour le réseau routier qui est consacré à l'espace alloué aux automobiles, que ce soit des voies pavées ou des espaces de stationnement public. 70-71 % environ là, de l'argent consacré dans les villes pour les rues qui sont dédiées aux voitures. Est-ce qu'il y aurait moyen, pour le plus grand bénéfice même des automobilistes eux-mêmes, de diversifier cette assiette-là, cette tarte-là? Clairement, mais c'est une tendance qui est... Malheureusement, on n'est pas trop sur cette tendance-là. Actuellement, on va plus aller vers acheter des voitures qui sont de plus en plus grosses. C'est fou, ça! Depuis les années 90, là, c'est des augmentations de 200-300% pour les VUS, là, les véhicules utilitaires sport, qui prennent plus de place de stationnement, qui consomment plus d'essence, qui, lorsqu'il y a un accident, vont faire des blessures, des fatalités beaucoup plus importantes. Surtout aux usagers de la route plus vulnérables. Que ce soit piétons, etc. Donc, il y a toute une culture vraiment qu'il faut quelque chose d'avoir de très, très gros. En fait. Alors qu'effectivement, quand on pense, par exemple, à les pistes cyclables à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de plaintes parce qu'il y a de plus en plus de pistes cyclables, mais la place de la voiture, les routes sont utilisées à 70% pour les autos. Encore. Si je ne me trompe pas, là, c'est même pas 5% là, de c'est même pas 5% par les pistes cyclables. On est autour de 3%, je pense, aujourd'hui. C'est ça. Alors, et les gens s'insurgent en disant... Oui, parce que ça retire du stationnement, ça retire une voie, et donc ils voient que la congestion, ça serait le problème des pistes cyclables. Mais la congestion, c'est le problème de la taille de nos autos et du nombre d'autos. Bien sûr. Depuis les années 90, on a une augmentation de 29% de la démographie à peu près, mais c'est presque 60% de plus de véhicules. Donc évidemment, c'est le gros problème de la congestion, c'est qu'il y a trop de véhicules. Donc effectivement, comme tu le disais, si on a un métro, si on a un tramway, si on a plus d'autopartage, plus de voitures disponibles. L'autopartage particulièrement, c'est intéressant parce que ça va coûter un peu plus cher au déplacement, mais beaucoup moins cher en termes de frais fixes. C'est l'essence qui coûte, alors que c'est pas du tout l'achat du véhicule. Les pneus, les changements d'huile. L'immatriculation, les assurances. Tout à fait. Et donc, ça fait en sorte que les personnes vont avoir moins tendance à utiliser l'autopartage que si elles avaient un véhicule privé, je veux dire de façon quotidienne, parce que ça leur coûte plus cher à l'utilisation. Alors que c'est l'inverse. Quand on a un véhicule privé, on veut le rentabiliser. Je ne vais pas faire de l'autobus en plus. J'ai déjà acheté mon char à 50 000, donc je vais essayer de le rentabiliser. Si je me paye une passe de bus à 100 $ par mois... c'est beaucoup trop cher. Donc, effectivement, et comme tu le disais, plus il y a d'options qui sont ouvertes, plus ça permet aux personnes qui n'ont peut-être pas besoin, puis qui ne veulent pas forcément. Moi, quand j'étais avec mes 2 petites filles, je ne voulais pas forcément avoir d'auto, mais j'ai été forcée de le faire et de pouvoir utiliser autre chose. Donc, ça fait moins d'usagers, ça fait moins d'automobilistes. Moins de personnes sur la route. Sur la route. Donc, ceux qui en ont vraiment besoin ils ont plus d'espace et ont moins de trafic, sont moins coincés dans le trafic.
pensais Mais quoi de c'est- ça? Oui. Non, mais moi, je fais juste penser que c'est vrai que je connais quand même certaines familles où les jeunes commencent à avoir entre 18 et 22 ans. Et je pense à leur stationnement, mais ils sont remplis. Tout le monde a sa voiture. Ils sont rendus avec 4 voitures par ménage. J'en ai 2 exemples qui me viennent en tête. Un ménage de 4 De personnes. 2 parents, 2 enfants, Mhm. 4 voitures. Parce que chacun a ses Ses activités besoins. propres, ses besoins. Un va à l'université, un va au cégep, un travaille dans Oui, l'autre puis c'est banlieue. l'objet personnel aussi. C'est Donc, tout ça. C'est dès qu'on a les moyens, je peux enfin m'acheter un char. Oui, puis on voit que l'industrie aussi essaie de s'attaquer à tous les narratifs qui conduisent vers un autre système de transport parce que, en fait, le problème, c'est comment transporter les personnes, comment urbaniser les villes. Mais si on prend l'angle de l'écologie, je parlais tantôt des voitures hybrides ou électriques, dont je doute de la rentabilité écologique, là, parce que, je veux dire, les métaux qu'il faut pour faire une batterie, il faut quand même les sortir avec d'immenses camions à essence. Puis bon, je veux dire, le coût écologique se rembourse mais sur la durée, alors que les entreprises, louent les voitures maintenant plutôt que les vendent. C'est comme, en fait, c'est une sorte de financement caché qui permet de mettre de plus en plus de voitures neuves en circulation. On dit, plutôt que d'urbaniser différemment les villes, de favoriser l'autopartage et que les gens, la plupart du temps, empruntent le transport public, non, on leur pousse une Tesla, une Prius, puis on garde le même système qui est à l'avantage des compagnies de pneus, des pétrolières, des minières, en fait, de tout le monde. Tout le monde dans le monde corporatif, disons. Mm-hmm. Et donc, on voit qu'il y a comme un effort dans l'industrie de garder ce modèle-là qui, finalement, est assez rentable. Là, je prenais que dans une ville comme Atlanta, pour faire ses besoins de base, il faut en moyenne faire 50 km par jour. 50 km. C'est immense quand on y pense. Est-ce que c'est ça la liberté, finalement? Est-ce que c'est ça qu'on nous vend, c'est cette liberté-là, où on est peut-être... Contraint d'acheter, Contraint en fait, d'une parce que, comme le certaine disait Ariane, c'est une immense part de la tarte financière des Et en ménages. plus, là, tout en étant entouré d'inconnus en permanence. Parce que, contrairement à la petite ville où tout est à 800 mètres et où je connais mes voisins, je m'en vais au parc, je rencontre des amis, je connais le boucher, je connais le boulanger, là, sans arrêt, c'est d'autres personnes que je rencontre, et avec qui je me fâche aussi, parce que ça va pas assez vite, parce que mes services sont pas assez rapides, parce qu'il y a du monde sur la route. Non, ça influence la socialisation énormément, comme tu dis, là, quand on n'a plus cet aspect-là du village, les courses que tu vas aller faire l'après-midi, que tu vas croiser les gens sur la route, c'est vraiment une autre façon de penser, pas seulement comment on se déplace, mais comment on habite l'espace. En fait, au Québec, on a l'impression que c'est un retour ou c'est une forme de nostalgie de penser comme ça. Là, les villages, ça n'existe plus, c'est terminé, il faut arrêter de vivre dans le passé. Maintenant, les villes sont ce qu'elles sont, faut prendre acte de ça et c'est vivre avec cet anonymat-là, cette organisation-là de la trame urbaine. Je pense qu'il faut avoir voyagé un petit peu ou en tout cas avoir pris conscience de ce qui se fait ailleurs dans le monde pour réaliser que c'est ça qui est la ville actuelle en Amérique du Nord est une ville du passé. Du 19e siècle. C'est ça. En Europe, comme tu le dis, je veux dire, c'est des infrastructures, mais d'une modernité et comment je dirais, c'est intelligent, là, c'est juste mieux calculer, mieux rentabiliser l'espace qu'on a, puis pour faire ça de manière, justement, intelligente. C'est moderne. C'est pas parce que une idée... C'est pas un retour en arrière de vouloir reculer par rapport à l'avancement de la société. C'est juste le faire mieux en s'inspirant des fois de choses qui étaient faites dans le passé. Oui, tout à fait. Puis même comme usager de la route automobiliste, moi, j'emploierais le transport en commun s'il fonctionnait mieux à Québec. Parce qu'avant, je restais sur le fameux axe du chemin Sainte-Foy, là, qui est très bien desservi. Là. On a en fait 3 autobus qui fonctionnent à Québec, le long desquels on construira peut-être un jour un tramway, si Dieu le veut. Mais hormis ça, dès qu'on habite un peu dans les banlieues ou dans les quartiers un peu périphériques, ça devient très, très, très compliqué de se rendre à un endroit qui, à vol d'oiseau, n'est même pas si loin que ça. Là. Mais parce qu'on se dit, ça vaut pas la peine. Mais en même temps, s'il n'y a pas d'autobus, qui le prendra? C'est parce que là, on est 4 beaux hypocrites, là. non, mais à désirer moins de voitures, mais dans le quotidien, à prendre nos voitures, je pense nous 4 ici, là, autour de la table. Je voulais pas vous insulter là, en vous traitant d'hypocrite. C'est pour moi d'abord. On est dans une forme d'impasse ou de dissonance cognitive. Oui, c'est ça. On est dans une schizophrénie. Oui, c'est ça. On va essayer de crever cet abcès-là, peut-être en regardant ça sous le regard un peu plus spirituel. On prend une petite pause, puis on y revient dans quelques instants. Révélation.
Des histoires vraies, des vies transformées, des témoignages extraordinaires de gens ordinaires, des récits authentiques et pleins d'espérance à écouter et réécouter ensemble. De retour à On n'est pas du monde, Antoine Malenfant à la barre avec Stéphanie, Michael et Ariane pour discuter des chars, des voitures, des Les chars romains? Des chars de... Il y avait des courses de chevaux attelés, là, de chars dans mon village aussi. Il y avait ça. Village, oui, c'est vrai. Ah ouais, bon, Quand j'étais jeune. Ouais. Bon, oui. J'ai vécu dans l'Antiquité, on dirait. Aller dans le bas du fleuve, c'est pittoresque. Donc, où c'est que je m'en allais avec ça, parlant d'Antiquité? Ben ouais, mais c'est ça. C'est fou, hein? Mais dans la Bible, là, j'ai l'air de faire des liens tirés par les cheveux, mais vous allez voir où je m'en vais. Dans la Bible, Jésus lui-même se nomme le chemin. Et même ceux qui étaient des adeptes du christianisme dans les premiers siècles, on les appelait les adeptes de la voie, du chemin. Il y a cette idée assez centrale dans le christianisme d'un itinéraire, d'une route. On est des gens de la route, finalement, les chrétiens. Ça fait partie de, justement, cette idée du déplacement, de pas s'installer dans un lieu ou dans une posture, dans une situation confortable, mais de toujours être en pèlerinage ici, sur Terre. Moi, ça me fait penser aux péripatéticiens aussi, là, les philosophes grecs antiques, Aristote, Socrate qui marchait, qui réfléchissait en marchant, en se déplaçant. Mm-hmm. Oui, on est des êtres voués non pas à rester immobiles, mais à se déplacer. Ouais. Mais je t'écoutais, Stéphanie, tantôt parler de quand t'embarques ta collègue Laurence en voiture, puis t'es coincé dans le trafic. Tu dis, là, je deviens hors de moi. J'ai une question peut-être difficile à laquelle les autres seront confrontés aussi dans quelques instants. Dis-moi donc. Est-ce que c'est un autre toi qui se manifeste à ce moment-là ou c'est ta nature profonde qui prend sa vraie place? C'est une très bonne question. Alors que tu as un masque le reste du temps? Oui, c'est une très bonne question parce que moi, j'ai pas l'habitude de me fâcher. Je me fâche jamais. Très rarement. Et là... Parce que tu te contrôles puis tu as un surmoi. On dirait que cette partie-là de moi, c'est le seul moment où je suis toute seule dans ma voiture. Fait que, à part quand Laurence est là, mais... donc, je peux bien insulter les gens autour de moi puis invoquer... Personne te voit. Tu penses que personne te voit. Oui, mais en tout cas, c'est particulier. Mais peut-être que oui, c'est comme pour compenser, comme je le fais jamais dans d'autres contextes. Là, il y a quelque chose qui s'exprime là-dedans, mais je préférais ne pas le vivre. Impatience, colère, envie. Je veux pas être là. Je suis fâchée contre ceux qui font ce qu'ils devraient pas, mais c'est surtout je veux pas être là. Je veux pas qu'on soit... Pourquoi on est tout ce monde-là en même temps? Non, c'est pas normal. Mais c'est toi le trafic aussi. Je sais, c'est moi. Chacun dans une petite boîte qui avance à 2 km/h. Puis... Non, il y a comme une absurdité. Puis moi, Complètement. J'ai beaucoup de sympathie et de difficulté à comprendre les gens qui, comme à Montréal, vont passer, genre, des fois 1 heure, 1h30, peut-être même plus. À l'aller et au retour. À l'aller et au retour. Comment tu peux vivre ça dans le trafic pendant tout ce temps-là? Je comprends pas ça. Avant d'aller vers passer vous, à la question. Préparez-vous. Ça vient aussi gratter tout notre rapport à la loi. Oui. En tout cas, moi, je me considère comme une bonne personne qui respecte, qui se comporte bien en société. Puis les autres, quand ils vont enfreindre certains règlements du code de la route, c'est des abrutis. Mais moi, quand je le fais, j'ai des bonnes raisons de le faire. Bon, brûler un feu rouge. Ça me parle. Est-ce que je suis spéciale? Je me retrouve beaucoup. On en a parlé un peu, là. Je n'irai peut-être pas dans les détails parce que je ne veux pas promouvoir des comportements inadéquats là, sur les ondes publiques, mais moi, il y a une sorte de rébellion. Encore là, le côté que j'exprime pas peut-être dans le temps normal où j'obéis tout le temps aux lois. Mais en voiture, j'ai un rapport différent à l'autorité puis aux lois. Je dis pas que je suis pas dangereuse, là. Je pense pas. Mais j'ai comme des petits côtés là, où je fais pas ce que je suis supposée de faire. Mais en effet, quand je vois les autres ne pas le faire... quelqu'un qui met pas son clignotant,
Ça coûte-tu cher, mettons? Ben, c'est vrai qu'au Des détails volant, comme ça, mais- on n'a pas de moyens. Je veux dire, si je rentre dans quelqu'un au centre d'achat, ben, ma vie n'est pas menacée. Donc, on est un peu moins sur le qui-vive qu'en voiture. Là. S'il y a une collision, c'est quand même plus grave. Il y aura au moins des dommages matériels et des problèmes. Mais Avec ton panier d'épicerie, à l'épicerie, là, si t'accroches quelqu'un, c'est pas la fin du monde. non, c'est ça. Alors que là, en voiture, il y a comme un danger réel. Donc, moi, je sais pas, mais quand je conduis, je suis sur le qui-vive. Là, c'est comme si mon cerveau reptilien s'active. là, puis, C'est nerf, comme on ouais, dit je sais. en Québec. Puis, ben, c'est comme si là, justement, j'ai pas de moyen d'interpeller les autres automobilistes. Donc, notre langage mutuel, c'est le code de la route. Mais ça m'irrite quand quelqu'un le respecte pas. Comme, mais toi, qu'est-ce que tu fais à passer là? C'est moi qui ai la priorité. J'ai le klaxon très facile. Mais alors que moi aussi, parfois, je fais les mêmes bêtises parce que, justement, je pense que j'ai une bonne occasion. T'as des que je suis bonnes seul. raisons, même. Mais il y a quelque chose que t'as pas vu et tout ça. Puis là, tu fais, merde, je suis pas vraiment mieux que les autres, au fait. Donc, je mérite bien de me faire klaxonner. Mais c'est ça, ça pose toute la difficulté aussi d'un langage commun sans communication, là, qui est justement le code de la route. Puis c'est pas tout le monde qui le comprend bien. On repasse jamais d'examen de toute sa vie, une fois qu'on l'a. Ce qui fait qu'on peut l'avoir oublié, on peut ne pas avoir conduit pendant des années, puis reprendre le volant, c'est quand même particulier. Il y a les règles, mais il y a aussi l'esprit des règles ou l'attitude ou comment on vit avec ce langage-là ou ces règles-là dans diverses circonstances. La glace, la neige, la pluie, Oui, c'est ça, fait pas adapter partie sa de l'examen. conduite et tout. Là, c'est pas parce que c'est permis de rouler à une telle vitesse ce que que c'est j'allais prudent dire. de le faire. Mais moi, hein. un exemple de ça, je trouve, c'est le fait que notre limite de vitesse sur l'autoroute, c'est marqué 100, mais on tolère jusqu'à 120. C'est quoi ça? Donc là, l'esprit de la loi, c'est quoi? C'est ce que si je sens que c'est approprié, moi, j'avais un ami suédois qui me disait, mais comment ça, c'est marqué 100, mais tu roules à 120? C'est pas grave, ils m'arrêteront pas. Mais c'est quoi? Tu sais, en tout cas, je me suis toujours posé la question. Mais ça, c'est vraiment une spécificité québécoise, du moins dans l'Amérique du Nord. Puis j'avais un prof de sociologie au cégep qui avait sa petite théorie à dessus là-dessus. Il disait c'est Max Weber, en gros, là, parce que c'est des protestants, les autres, donc ils peuvent pas la confesse. Donc c'est plus grave, s'ils font du mal, ils sont pris dans leur conscience. Alors que nous, pauvres catholiques égarés dans le Québec, nous pouvions nous confesser, donc faire des petits écarts, pas trop grave. Donc c'est comme si on a la culture C'est notre de la côté tolérance. latin. Oui, c'est ça, le côté c'est ça, latin, là. Intéressant. Donc, lui, il posait cette distinction parce que c'est vrai qu'en Ontario, si c'est 100 à 105, bang, il t'arrête. Là. Bon, plus ou moins 5 % c'est quand même un juste jeu, je crois. Mais 18 km au-dessus, tu sais, le cruise à 118, il y a même une belle chanson qui s'appelle comme ça, je te cruise à 118. Ah ouais. Cruiser qui veut dire au Québec séduire, là, donc il y a comme... On peut mettre le J'en cruise freine la à 118. limite, mais pas trop. Là, C'est puis... peut-être un jeu de mots avec le cruise qu'on met. Oui, c'est ça, le cruise control, là, qui est bon, la vitesse de Le croisière. régulateur de vitesse. Ouais, Bon, il y a un jeu de mots, c'est une chanson d'amour, Ok, mais on c'est s'entend ça. qu'à Québec, Très habile. au Québec, bon. le cruise à 118, ça veut dire quoi? Si je me mets à 118, on sait qu'à 120, ils nous arrêtent pas, donc Tu flirtes avec je peux la limite, enfreindre ouais. jusqu'à ce Ouais, niveau-là. ouais, quoi. c'est 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 fascinant. fascinant. Mais moi, ça me fait penser, le fait qu'on soit tous, c'est ça, dans un véhicule séparé, on peut se permettre de dire des choses, d'avoir vraiment des gestes de colère Des qu'on n'aurait pulsions, pas ouais. si on était juste à côté de la personne. Absolument. Et ça me fait penser Un beaucoup. peu comme les réseaux sociaux. C'est ça, Excuse-moi, au je t'ai volé comportement ton- en ligne. Non, mais c'est parfait, on est sur la ouais. même longueur d'onde. Les gens se permettent de dire des choses, d'écrire des choses en ligne, mais qui se permettraient jamais de dire Poser à une cette personne distance-là. juste à côté. Parce que quand on est en direct avec quelqu'un, il y a une réaction en direct, on a une certaine étiquette, une certaine politesse qui se perd, je pense, Mais dans ces contextes-là. à l'inverse, je peux me fâcher, mais je peux être très courtoise aussi. Puis j'aime beaucoup ces moments-là où tu as un eye contact, quand tu regardes la personne puis tu te parles au travers Parce qu'il y de a la un voiture. visage. Oui, ou le piéton, que tu fais juste ça, puis là, il te resalue. Moi, je suis comme, La bon, je me courtoisie. sens mieux. Là. C'est plus humain de vivre ça que de klaxonner. Là. Ariane l'a évoqué tantôt. Est-ce qu'il y a moyen que cet habitacle-là devienne une cellule monastique? Ben moi, vraiment, j'allais dire, c'est ma cellule ou mon oratoire mobile. Ah ouais? Mon véhicule, hier, je rentrais de chez mon être humain préféré le soir, et puis qui se reconnaîtra sans doute, et en chantant, en louant le Seigneur, en priant. Tu sais, puis chez moi, j'entends les voisins marcher, il y a le chat qui me saute dessus, il y a peut-être quelqu'un qui passe à la fenêtre. C'est pas... Tu sais, je me sens observé, surtout en ville. Moi, je le disais, je suis un campagnard, je pouvais crier à tue-tête une chanson dans la maison, c'était pas grave. J'arrive dans les résidences de l'Université Laval où je prends ma douche à côté je vois les pieds de quelqu'un. Ensuite, bon, ça va. Tu sais, j'ai été cochambreur jusqu'à enfin avoir mon propre appartement. Il y a une progression, mais je suis toujours dans une situation où il y a une certaine intrusion là, des voisins. Puis je me sens pas à l'aise d'être 100% moi-même chez moi. Tu sais, c'est pas moi, ça. Alors que dans la voiture, je peux chanter à tue-tête pendant 1 heure jusqu'à presque avoir une extinction de voix si je vais à Montréal.
Et personne ne va le savoir. Donc, pareil avec la prière. Prier à haute voix, il y a quelque chose de libérateur. C'est plus facile, je crois, de se concentrer, alors que dans le silence, il y a le flot de nos pensées qui continue, alors qu'à haute voix, ben là, on s'exprime. Donc, il y a quelque chose de beau, je dis pour la prière, mais pour le chant. Pour moi, c'est un lieu d'expression, l'automobile. Mm-hmm. Moi, c'est un des lieux que je préfère pour écouter de la musique. Et je trouve que ça fait... C'est une expérience de la musique en roulant, en se déplaçant, là. Je trouve que quand tu as un bon son... puis, en tout cas, je sais pas si... Tu peux faire des excès de vitesse. Là, ça... Ouais, non, ça va, mais... Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est... Parce que c'est des détails, mais ma vieille voiture, même le CD ne fonctionne pas. Donc, je dépends de la radio. C'est le seul endroit où j'écoute vraiment. Ah. Je suis esclave de la radio, mais j'adore ça parce que ça dépend pas de moi. Tu choisis souvent, pas, tu n'as pas besoin de choisir. Puis souvent, c'est un petit poste, tu sais, je vais jouer vraiment souvent dans les postes, puis là, une chanson qui fit, comme on dit, qui me disait, qui me sert vraiment bien dans le moment dans lequel je suis. Moi, je vis des moments comme ça, musicaux, puis presque spirituels, là, très fréquemment dans ma voiture. Ouais. Mais là, tu apportes un point intéressant. La survie des radios dépend probablement des autos. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ouvrent jamais plus la radio chez eux ou dans d'autres contextes. Là. Faut-il s'étonner que de nombreux postes de radio privés tiennent à ce que la voiture survive dans les milieux urbains? Il y a peut-être Simple coïncidence, je ne crois pas. Le paradoxe, il alimente la frustration contre l'automobile. En tout cas, t'es dans ta voiture, t'es fâché, puis la personne qui te parle te rend encore plus fâché de pourquoi t'es... Il y a un cercle vicieux que C'est vrai que la radio, bon, avec les postes de télé, mais qui décline quand même, c'est un des derniers lieux communs médiatiques. Ben oui. Et surtout que dans la ville, on fait une courte distance. On prend pas nécessairement la peine de mettre un balado qui dure 1 heure ou plus, et tout ça, comme pour prendre l'autoroute. Donc là, tiens, je tombe sur Midi Info avec Alec Castonguay, puis je me tiens au courant de ce qui se passe dans le monde avec peut-être 10 000 autres auditeurs ou plus, je ne sais pas. Donc, c'est quand même bien, puis je trouve que c'est sain comme société qu'on ait ça d'une certaine manière, parce que sinon, chacun écoute son truc. Dans l'autobus, dans l'autobus, autant que tu disais tantôt, c'est un lieu de rencontre, puis même moi, presque à chaque fois que je prends le bus, je rencontre quelqu'un que je connais. Mais les gens, je veux dire, ils sont avec leur casque comme ça, chacun dans sa bulle, puis je doute qu'ils écoutent Alec Castonguay. Peut-être on n'est pas du monde, ils vont choisir, mais je crois pas qu'ils mettent Radio-Canada. Donc, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, tu fais des découvertes. Maintenant, on n'arrête pas de vanter Spotify, mais moi, c'est mes animateurs de radio que je connais, que je sais que j'aime, j'ai l'impression qu'ils connaissent mes goûts, en tout cas, qui me font découvrir des nouvelles musiques aussi. Fait que moi, j'ai un rapport privilégié avec la radio dans ma voiture. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais vous entendre sur comment la voiture a structuré aussi notre vie de foi communautaire. Parce que on le voyait, comment ça a changé la trame urbaine en Amérique. Mais ça a changé notre rapport aussi à la paroisse. Il y a même, ici à Québec, une paroisse, c'est un peu paradoxal, une paroisse extraterritoriale. Il y en a 2, en fait. Il y en a 2, en fait. Comment ça se pourrait pas, ça, dans un autre monde? C'est vrai. Et puis, en fait, c'est que le concept de paroisse territoriale, il s'effrite. Et moi, je pense qu'il va disparaître. Parce qu'avec l'arrivée de l'automobile, puis c'est ce qu'on observe aussi dans d'autres pays, on peut choisir son église. Alors qu'avant, c'était quelque chose de communautaire. Tu retrouvais tes voisins que tu n'aimais pas forcément, mais c'était là que tu allais. Le prêtre, il était là pour 30 ans, tu l'aimais pas forcément, mais c'était ça pareil. Et alors qu'aujourd'hui, les prêtres déjà changent plus de paroisses. Ils ont des paroisses beaucoup plus grandes, beaucoup plus de clochers. Eux aussi passent énormément de temps en voiture à se déplacer. Et donc, oui, la paroisse a vraiment changé. C'est devenu, malheureusement, un lieu de consommation aussi. Si ça me plaît pas, je vais ailleurs. Plutôt que d'essayer de persévérer et de trouver un chemin de croissance là-dedans. Oui, lieu de consommation en ville où il y a une forte densité de clochers. Mais moi, d'où je viens, par exemple, en campagne, ça devient une nécessité presque d'avoir une automobile pour être chrétien parce que, avant, à la limite, ça se marchait si on habitait au cœur du village. Mais un prêtre que je connais bien, qui est modérateur, l'équivalent d'un curé, pour une vingtaine de clochers, c'est une paroisse, donc une vingtaine de villages. Mais je veux dire, des villages en campagne, c'est un immense territoire là, en termes de kilomètres carrés. C'est plus d'une cinquantaine de kilomètres. C'est grand comme un diocèse, pratiquement. Oui, lui, sa journée, c'est un pèlerinage automobile le dimanche. Là, la messe à 9 h, c'est toute la journée la messe, quoi, puis il roule entre-temps. Alors, pour les paroissiens, s'ils veulent avoir la messe dominicale, ils doivent se rendre à 2 ou 3 villages plus loin. C'est ça, au clocher fonctionnel ou opératoire le plus près. Et ça a pris du temps pour accepter que les prêtres et les religieux aient accès à l'automobile aussi, parce que c'était vu comme quelque chose de bourgeois. Et je pense que c'est quelque chose qui perdure un peu dans la pensée. On peut être parfois surpris que, tiens, un prêtre a sa propre voiture, il a un bien. Ben oui, on en a besoin. Là, c'est devenu un bien de base aujourd'hui.
Wow! On a abordé plusieurs aspects. Merci à vous trois d'avoir participé à cette discussion sur la place de la voiture dans nos vies. Je remercie Marianne Martin, Barthélémy Rieu à la technique et Gabriel de Chavigny à la recherche. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.